fait, la première chose que je voudrais vous demander, c'est que un atelier comme ça où on marie à la fois culture et mutualité, au début, je ne comprenais pas exactement ce que ça voulait dire. Vous pouvez m'expliquer ce que ça veut dire en fait, ce mariage-là? Ben, moi, quand je suis arrivé dans cet atelier, je me suis aussi posé la question. Elle a été en partie... on y a, deux participants ayant en partie répondu, parce qu'ils appartiennent à cette entreprise artistique, culturelle, sociale qui s'appelle les Métallos à Paris, la Maison des Métallos. Et cette Maison des Métallos est, si je l'ai compris, une mutualité. Une mutualité à but artistique, comme il y a des associations, comme il y a des entreprises en nom personnel ou des maisons de production. Et je crois que c'est un concept qui, sans être nouveau, est sans doute aujourd'hui quelque chose à creuser. Et il a été démontré dans le petit atelier que je viens d'écouter et auquel j'ai aussi participé, que en fait l'action culturelle, l'action artistique, j'ai envie de dire l'action socio-culturelle, est une action forcément mutualiste et qui peut être gérée par des mutualités, parce qu'en fait il s'agit de mutualiser des moyens. Alors il y a un peu confusion, c'est mutualisation, ça va de la coopérative à l'association. Bon, le théâtre, c'est quoi? C'est moi qui disais, le théâtre, c'est jamais que de la valeur ajoutée. C'est un metteur en scène, plus des acteurs, plus un auteur, plus un éclairagiste, plus un décorateur. Tout le monde apporte naturellement le mieux de ce qu'il peut apporter pour à la fin faire un résultat. Et c'est un système mutualiste. Et c'est un système, voilà. Une troupe de théâtre, c'est une mutualité. Bon. Alors, est-ce que maintenant les mutuelles que nous connaissons et dans lesquelles il y a aujourd'hui ce symposium peuvent intervenir sur le culturel? Ça a été la fin de l'atelier et la réponse semble ô combien oui. Ô combien, en ce sens que c'est peut-être le moyen de montrer ou de rappeler que les mutuelles ne sont pas que des outils du confort urbain du XXIe siècle, c'est-à-dire une protection sur la santé, sur sa bagnole et sur la maison et sur les accidents domestiques, mais aussi un enrichissement d'échanges avec l'autre à travers le loisir, la culture, etc. La petite difficulté avec la culture, c'est que la culture fait partie, mais ne fait pas partie ce que j'appelle le confort urbain. Elle est forcément à la marge. Si c'est ce qui peut prétendre être une haute culture, c'est forcément quelque chose qui va être en rupture, qui va être quelque chose de surprenant, qui va être à la marge. Mais je prenais la phrase de Jean-Luc Godard, c'est la marge qui tient la page, bien sûr. Oui, parce qu'en même temps, elle est à la marge, mais est-ce que justement, on n'aurait pas... L'idéal, ce serait qu'elle ne soit pas à la marge, qu'elle soit complètement... Il y a une culture qui n'est pas à la marge, qui est même au cœur. La culture de TF1, c'en est une. Elle est paradoxale, mais il faut la regarder. Elle est au cœur. Elle existe. Ouais. Elle existe. Elle est même au cœur. C'est là que se vendent le quart d'heure disponible pour Coca-Cola. C'est là qui est la matrice du marché. Moi, je prétends que la culture est vraiment, non pas la dernière roue du carrosse, mais la première. C'est par là que tout passe. Si c'est pas la culture, appelez ça spiritualité. C'est par là que ça passe. Les religions, actuellement, c'est la preuve. Mais on ne peut pas travailler. Je travaillais dernièrement avec un ami qui est un professeur d'économie et qui tout à coup m'a dit mais tu as raison, mon master ne sera pas un master économie, mais un master culture et économie, pour que ça passe d'abord par effectivement la question ontologique, la question de l'être. On n'est pas que des consommateurs, il n'y a pas que ça. Alors la culture me paraît être une culture, celle de l'entertainment, dans lequel il y a des chefs-d'œuvre. Hollywood n'est pas une culture publique, étatique. C'est une culture fondamentalement privée. Et il y a les chefs-d'œuvre qu'on sait. Ah oui. Donc, c'est les bons hommes qui font le système, hein, c'est pas le système. Enfin, pas toujours, mais c'est ça l'histoire. C'est sans doute, comme toujours, une medio veritas, le mix en matière culturelle, en tout cas, de gestion publique et de gestion privée, de responsabilisation, mais de garantie des libertés, me paraît être... dans une société, oui, dans une économie mixte. Mais ça, c'est mon opinion. Les mutuelles, à mes yeux, si peu que je les connaisse, j'ai envie de vous dire, c'est un exemple même d'économie mixte. On est dans la protection, on capitalise, on met ensemble des ressources pour après se les partager le cas échéant, le gros payant pour le petit. Et c'est une définition d'une forme de liberté.
qui naturellement n'est pas du tout celle que partage par exemple le système américain, qui dit c'est ma liberté de le faire ou de ne pas le faire. Là, on est plutôt obligé de le faire. C'est ce fameux débat sur les prélèvements obligatoires. On a des prélèvements obligatoires. Mon assurance n'est pas obligatoire. Mais les mutuelles dont je suis l'adhérent, je suis obligatoirement leur adhérent. C'est un prélèvement obligatoire. On peut en parler comme ça pendant des heures. Ou complémentaire. Enfin, je suis forcé d'y passer. Faut y passer. Et au-delà de ça, est-ce que la mutuelle, elle peut être demain force de proposition vers la culture? C'est-à-dire, est-ce qu'elle a été force de proposition vers le mouvement social, notamment, pour essayer de modifier la société, disons les mots, mais est-ce qu'elle peut aujourd'hui devenir une force de proposition vers la culture et conseiller sur, par exemple, ces journaux spécialisés ou des choses comme ça? Elle peut envoyer ses adhérents vers un type de culture. Ça a été évoqué au cours de l'atelier, sur le ton et de l'humour et de la provocation et du sérieux. Oui, évidemment, le public qui est le peuple du théâtre, n'est-ce pas? Enfin, des théâtres. Le public, aujourd'hui, on ne peut plus l'avoir comme par le passé, à travers les comités d'entreprise, les associations de spectateurs, il y en a de moins en moins, ça se perd. Le public est cloisonné, séparé, il y a la télévision, enfin moi je ne vais pas vous passer sur toute l'analyse sociologique qu'on connaît pas mais qu'on sent tous. Alors, comment les réunir, sinon par de grandes sociétés démocratiques, comme les mutuelles, qui peuvent effectivement être des prescripteurs ou des informateurs, si l'on est prescripteur. Informateur, ça ne veut pas dire forcément donner son avis en bien ou en mal. C'est-à-dire qu'à la limite, Tout à fait. il peut aussi donner son avis sur TF1. Quoi, Absolument. TF1. Elle pourrait débattre de ça. Elle pourrait avoir un travail pédagogique là-dessus. Alors, sous le ton provocateur, il faudrait que leur presse, que la presse des mutuelles, soit une presse qui prétende être une presse, et non pas un catalogue de vente de trucs commodes, de caméras, de micros, de bagnoles, non. Ou de soins. Non, que ce soit... ils peuvent faire aussi bien que Télérama, ils ont autant de lecteurs. Ouais. Pourquoi ils ne prennent pas un ton à la Télé 7 jours ou à la Télérama? Ce sera sans doute plus vivant, ils en vendront plus. C'est deux tons différents quand même, Télé 7 jours ou Télérama. Enfin, je ne sais pas laquelle mutuelle en prendra plutôt l'un que l'autre. Ils verront bien. Ils peuvent inventer un troisième ton, mais un ton qui ne serait pas simplement celui du catalogue, mais pour entrer vraiment dans une presse d'opinion, dans une presse de choix, dans une presse d'animation de leur fonds de commerce, non pas essentiel, mais avéré par le marché, qui est la santé, la protection, le machin, mais puisqu'il y a ambition à revenir aux sources de l'intelligence de la mutualisation des produits et des ressources, eh bien, revenons à ces sources-là. Et je crois que ça passe par du journalisme, des maquettes et une révolution. Enfin, je dis ça comme ça, mais c'est comme ça que je le sens. Hein. Oui, c'est ça, j'ai l'impression que vous le sentez bien quand même. Je le sens très fort. Et je pense en plus que c'est, comme dit souvent Villard, et je crois que j'ai raison. Alors justement, je ne peux pas résister à vous poser une question sur Jean Vilar, parce que bon, vous êtes directeur de la maison Jean Vilar. Est-ce que c'était dans son esprit quelqu'un qui justement les valeurs de solidarité, de mutualisation, c'était son truc? Oui, je pense qu'on fait Avignon. Oui, très très rapidement, pour pas embêter personne. Villard, c'est effectivement quelqu'un qui va payer, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, il va payer sa dette à quelqu'un qui lui a donné ce goût des grandes œuvres. De la langue et de l'intelligence qui était son père et qui métaphoriquement était l'image du tout petit peuple assoiffé de quelque chose d'autre que de sa condition là, et pas assoiffé seulement d'un mieux-être, mais d'un mieux-être qui passait par la connaissance. Et ça, Villard, encore une fois, en payant sa dette à son père, indique aux politiques de son temps et à son public que c'est à cela qu'il veut parvenir. C'est ce partage, cet échange naturellement ascensionnel. Je disais tout à l'heure un critique a dit de Victor Hugo que Victor Hugo était aimé du peuple à cause de son mélange de distinction et de familiarité. Et il se trouve que j'ai bien connu Villard et c'était exactement ça. C'était un homme extrêmement familier et extrêmement distingué. Vous avez même dit encore plus sur Victor Hugo et que vous avez même comparé à Villard. Voilà. C'est que c'était un homme qui avait un talent incroyable, mais qui a permis aux gens de monter vers son talent. Bien sûr. Et en fait, on les comprend. Ce sont des gens qu'on comprend. C'est ça l'idée. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous.